Pour vous lancer dans une discussion, je vais commencer par vous fournir un micro, comme ça vous allez pouvoir plus l'échanger de façon très collaborative au courant des échanges. Charles, vous êtes proche. Excellent, on va commencer par. Oui, c'est vrai. On va commencer par. Voilà. Donc, avant qu'on se lance dans le panel, le panel va être filmé. On va probablement faire tourner les caméras. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui ne sont pas à l'aise à être filmées, on vous inviterait à regrouper peut-être un petit peu plus vers l'arrière, puis on va faire un effort pour ne pas vous capter dans la vidéo. Mais je comprends que tout le monde est à l'aise d'être capté de point de vue. Alors, Gabriel, pour le micro, le micro fonctionne. Pour lancer le panel, je propose qu'on regarde dans les yeux les constats de transformation sociale qui sont là. C'est des changements qui sont excessivement profonds, qui affectent vos organisations, les organisations que vous accompagnez au quotidien. Je serais curieux de savoir comment est-ce que vous les vivez, ces changements-là, quelle couleur, quelle texture ils prennent, ces changements-là, dans votre quotidien, puis comment est-ce qu'on les constate, comment est-ce qu'on les vit. On ne se projette pas dans les solutions, mais on le regarde dans les yeux, le problème. Oui, bien, certainement, comme tu l'as mentionné, Olivier, je suis aussi responsable de la transformation numérique de mon secteur. Puis, un des problèmes avec l'arrivée de la génération Y et Z, c'est cette dépendance qu'ils ont à la technologie, certainement, puis le manque d'outils numériques que les générations précédentes n'avaient pas, tout simplement. On a des travailleurs de la génération Y et Z qui arrivent, ils n'ont pas d'outils numériques pour travailler, ils n'ont pas les connaissances non plus. Les connaissances sont vraiment une genre de mémoire institutionnelle, collective qui dépendent des générations précédentes. Puis ces générations-là s'en vont, sont tellement débordés qu'ils n'ont pas le temps de transmettre la connaissance à leurs collègues un peu plus jeunes. Fait qu'on a vraiment des travailleurs Y et Z qui sont comme désemparés parce qu'ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas non plus les ressources nécessairement pour prendre le temps d'apprendre leur job, surtout que dans nos secteurs, souvent, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. C'est vraiment un problème que nous, on vit en ce moment des travailleurs qui arrivent et qui ne savent pas quoi faire, qui se disent où est-ce que je vais chercher la connaissance, tout ça. Vraiment, merci. Les méthodes, les outils de travail, clairement, gros challenge. Charles, à propos de la renversement de la pyramide des genres, des âges, est-ce que vous vivez ces enjeux-là? Comment est-ce que vous les constatez sur le terrain? Merci tout d'abord. Pour moi, je suis directeur général de Carrefour Jeunesse Emploi pour Rasta Sauvé. À ce niveau-là, pour nous, au moment du recrutement, on ne vit pas vraiment cet enjeu de manière très spécifique parce qu'on a un bassin d'employés qui sont relativement très jeunes. Et dans le cas de Carrefour Jeunesse Emploi, très souvent, c'est aussi un bassin où il y a plus de femmes que d'hommes aussi. Et dans ce cadre-là, l'enjeu le plus important, c'est qu'on se rend compte du fait que les âges qu'on a, comme je disais, c'est des gens généralement beaucoup plus jeunes. Mais pour ceux qui sont plus anciens, il y a aussi d'autres enjeux, notamment financiers, qui font qu'ils vont quitter très rapidement pour aller travailler ailleurs. Donc, ils ne restent pas non plus très très longtemps. Bon, ça va venir aussi avec l'enjeu de la rétention, évidemment. Puis dans le contexte aussi de nos organisations communautaires, où certaines personnes, quand ils vont acquérir beaucoup plus d'expérience, nous on a connu beaucoup de cas où notamment les conseillers en orientation, ils vont quitter très rapidement pour aller dans les CIUS ou aller dans des écoles. Donc ça fait qu'en termes d'âge, la pyramide d'âge, nous, c'est souvent que les gens vont venir plus jeunes, mais ils vont partir quand ils auront acquis beaucoup plus d'expérience. Donc c'est un enjeu quand même important qu'il faut gérer. Clairement, c'est ça, il y a encore une fois un changement par rapport au travail. Il y a, on dirait, je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a une dimension économique qui prend un peu plus de place, le fait qu'il y ait de l'opportunité. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont moins de valeur, moins de sens des valeurs qu'auparavant? Bon, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas globaliser non plus en disant les jeunes, mais il y a un enjeu quand même très important par rapport au sens qu'on accorde au travail. Comme vous savez, historiquement parlant, quand on parlait du travail, pour certains c'était comme une sorte de corvée, mais avec le temps ça a évolué aussi. Les gens font beaucoup plus ce qu'ils aiment. C'est pour ça que d'ailleurs dans le communautaire, on va trouver des gens qui sont là parce qu'ils sont convaincus
Ils sont convaincus de la mission, des valeurs aussi. Et cependant, on voit aussi de temps en temps certaines catégories de personnes, au moment de l'embauche surtout, il y en a qui vont vous demander, ok, moi je veux travailler, mais je tiens aussi à mes besoins personnels. Alors, il y en a qui nous demandent carrément, cette année j'en ai eu, on avait besoin de quelqu'un pour travailler 5 jours semaine. Il a dit non, moi je ne serai pas là 5 jours semaine, je vais travailler lundi, mardi, j'ai besoin d'être en congé mercredi, donc jeudi et vendredi. Donc il y a beaucoup de choix, ils mettent en avance aussi leurs intérêts personnels, et ça fait que parfois ça change, tandis que dans le passé, ce n'était pas évident. Donc quand on avait un travail, on avait besoin de le faire, et puis de l'accomplir à 100%. Juste avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je serais curieux de savoir comment est-ce que vous recevez ça, quand il y a quelqu'un qui pose ces conditions comme ça, vous l'accueillez comment? C'est sûr qu'en tant qu'employeur, on a nos besoins, on a besoin de répondre aux besoins de l'organisation. C'est sûr que quand c'est comme ça, on a beau vouloir être très flexible. Pour moi, c'est très important la flexibilité, mais à ce moment-là, je vais quand même regarder beaucoup plus c'est quoi l'intérêt de l'organisation, parce que non plus, malgré la flexibilité, je tiens quand même, je considère très important d'être à l'écoute, mais de ne pas aussi tomber dans la complaisance. Merci beaucoup. Hugo? C'est tellement fascinant de parler de ces sujets-là. J'ai envie de dire, j'entends souvent les jeunes, puis là, jeunes, hein, c'est assez élargi, ont un rapport différent au travail, ce qui est vrai. Puis, je vous dirais, pour vous l'illustrer, j'ai un membre de mon équipe qui est arrivé un matin en disant à tous les autres, ben moi, je ne travaille pas, j'œuvre. Et je vous explique pourquoi. Et ça, je pense que c'est une super belle façon de voir justement comment le sens a peut-être changé. Puis pourquoi il n'aime pas le mot travail, c'est parce que dans l'étymologie, travail égale esclavagisme. Mais les gens, ils ne sont plus esclaves du travail comme avant. Ils choisissent des missions, ils choisissent du sens. Puis c'est vrai que ça amène une forme de confrontation entre générations. Je l'ai vécu dans mon équipe où j'avais, je dirais, les représentants des 3 générations actuelles sur le marché du travail. Et c'est vrai que quand on s'arrête aux différences, tu te dis comment on va concilier ça. Mais quand tu reviens au sens de pourquoi tu as choisi d'être dans l'organisation, ben c'est là qu'on crée des ponts. C'est là que ça fait du sens. Mais ça demande du temps, ça demande de prendre le temps avec les personnes, de discuter, d'arriver avec les contextes de ben moi, oui, ma priorité ne sera pas de faire du 60 heures semaine. Ma priorité va plutôt être de faire bien mon travail, d'avoir du plaisir dans ce que je fais, alors que des gens sont dans le travail depuis longtemps sous la performance. Fait que comment tu allies l'idée de faire du sens avec ce besoin des fois d'être performant au travail? Moi, je trouve que c'est là où ça prend du sens, mais il faut s'arrêter à l'humain. Tu sais, pour moi, comme gestionnaire d'un quand même gros recrutement, 200 organismes communautaires autonomes où les besoins sont illimités en termes de soutien, en termes d'accompagnement, ben, tu te dis comment je vais prendre l'humain à la base. Et moi, ça a été un choc sérieux comme directeur de la TRUC à me dire, ben finalement, c'est pas ça l'action communautaire autonome, de placer l'être humain au centre de ce qu'on vit, de vivre des processus et d'être des laboratoires citoyens. Fait que quand je regardais les 3 éléments qui sont là, ben, le changement de génération, pour moi, il amène beaucoup de solutions à ce qu'on vit depuis des années, si on est ouvert à regarder au-delà de la perception initiale. Puis, tu sais, combien de fois j'entends les jeunes ne veulent pas travailler? Ben maintenant, je dis c'est vrai. Ils n'ont plus envie de travailler, puis là, je surprends toujours la salle, parce que c'est comme si je viens confirmer quelque chose qu'on n'aime pas. Mais en fait, je dis, et si on le voit comme ils ont envie de contribuer à la société, ils ont envie de faire un changement. Je le sais, là, ça rend théorique, mais dans la vraie vie, comme gestionnaire, ça m'a permis de trouver des solutions à des problématiques qu'on vit. Donc, c'est comment on peut transformer ces défis-là en solutions concrètes. Je vous le dis, il y a des possibilités. La question de l'agrandissement des besoins versus notre financement, je pense que c'est la réalité en ESAC, absolument. Mais en même temps, même ça, la nouvelle génération a challengé dans mon équipe, puis même challenge dans mon recrutement.
l'argent, c'est un moyen, c'est pas la finalité. Puis pourtant, c'est comme si on court tout le temps après l'argent, puis je ne vous dis pas là, qu'on est bien financé quand je dis ça, mais c'est de se ramener à ce questionnement-là. Est-ce qu'on est obligé d'être dans cette pression et dans cette performance-là en ESAC, alors qu'on mise sur des valeurs? Fait que nos valeurs comme organisation, est-ce qu'on peut les transporter comme nos valeurs d'employeur? En tout cas, c'est toutes des réflexions qui me font vraiment triper. Richard, est-ce qu'on peut faire le parallèle? Est-ce qu'on est capable de transporter nos valeurs organisationnelles, nos valeurs d'employeur? Oh, tu sais, tu m'aurais décidé de passer à la fin, j'en ai pas l'air Richard, c'est ça. Écoutez, tu sais, la première réponse qui m'est venue en tête, c'est évolue, bonhomme. C'est exactement ce que j'ai retenu dans les 4 dernières années. Dans notre cas, les babines se sont fait aller longtemps. On a parlé beaucoup des valeurs. C'est à la fois notre plus grand atout et notre plus grand risque, entre guillemets. Je n'ai pas rencontré grand salle, moi, ça ne pas à la fin, mais peut-être un petit coup. Les valeurs, pourquoi c'est un problème? Bien, parce qu'on se repose dessus souvent. Pendant très longtemps, moi, le premier, tendance à dire pourquoi ils questionnent tant que ça. Regardez, on est une bonne organisation. Voyons donc la solidarité, la primauté des individus, on est ouvert à tout. Bien sûr. Et pourtant, on n'atteignait pas des résultats terribles, on pourrait y revenir. Donc, la question des valeurs, puis moi, c'est beaucoup les jeunes qui nous ont mis la question, c'est l'enjeu de cohérence entre les valeurs qu'on porte, puis ça a été bien nommé, c'est des valeurs qu'on porte souvent à l'externe auprès de l'organisation. Puis soyons francs, là, on hausse les épaules et on est très fiers des valeurs sociales qu'on porte. Mais à l'interne, c'est pas qu'on les porte pas, c'est qu'on ne sait pas comment les incarner, entre guillemets. Puis il y a quelque chose qui est en train de changer. Pendant très longtemps, tout le monde qui est gestionnaire un peu plus vieux l'a vécu. Le rapport dans l'entrevue, c'était prendre ta candidature, puis nous, on va évaluer si c'est bien. Le rapport a changé un petit peu. Et là, je le vois très bien que dans toutes les entrevues, c'est moi qui dois faire ma candidature. C'est moi qui dois faire mon organisation. Et si pendant très longtemps, là, c'est pas une piste de solution, mais peut-être, si pendant très longtemps, je commençais par les conditions de travail, puis je finissais par le salaire, on l'a nommé tantôt, on n'est pas toujours complètement compétitif. Mais on sait que les conditions de travail sont de façon large, souvent meilleures, flexibilité, autonomie. Je commençais par ça, je finissais par le salaire, je vais les séduire dehors, puis à la fin, ben, on trouvera une solution. Si je les ai séduits assez, ils vont rester même sur le salaire un petit peu moins élevé. Ben, la stratégie est en train de changer complètement. Parce que je me rends compte que le salaire, c'est un élément, mais c'est plus l'élément, entre guillemets, qui est problématique. C'est la façon qu'on organise le travail, l'espace qu'ils ont. Dans une discussion où on préparait ce panel-là, j'étais encore une fois un petit peu à côté de la traque, là, très fier de dire un des enjeux, c'est la rétention des employés. Moi, comme employeur, je veux tout faire pour les retenir. Je me suis fait remettre à ma place un petit peu, en disant, ouais, mais nous autres, à notre âge, je ne veux pas vous nous retenir. On veut que vous nous aidiez à se développer. On veut que vous nous aidiez à atteindre des nouveaux objectifs, à trouver des nouvelles missions. Puis, à la limite, si on sac notre camp ici, mais qu'on fait quelque chose de plus satisfaisant ailleurs, ben, vous aurez réussi. Comme employeur, tu vas avoir réussi le jour où tu t'en vas. Un petit dernier élément, c'est que la pyramide d'âge qui s'inverse nous amène, ça a été nommé, va nous amener à réfléchir le leadership. On vient d'une époque, comme ceux qui connaissent le chantier ou connaissent l'économie sociale, je vais prendre mon organisation, dirigée pendant très longtemps par Nancy Lindahl. On s'entend-tu que le leadership est concentré, très fort et très important, et la philosophie, c'est je marche vite, puis suis-moi derrière pour m'attendre. Ça aussi, ça pogne de moins en moins. On va marcher ensemble, puis la route, on va la construire ensemble. Clairement. Fait que la relation a clairement énormément changé, le rapport au travail a énormément changé. Puis il y a quelque chose qu'on a donné beaucoup, puis Ariane Charlotte-Balcoeur, pour finir notre discussion là-dessus. Hey, c'est beau pouvoir collaborer, passer le micro. Ariane, dernière question pour regarder le problème en pleine face. C'est quoi les jeunes? C'est qui? C'est comment? Peux-tu définir? Je pense pas. Dans le sens où, je pense que, c'est sûr qu'il y a des gens qui font des études démographiques, là, puis c'est pour ça, c'est ça qu'on va dans les médias et tout ça. C'est probablement pas ça. C'est ça. Sauf que je pense que la réalité, c'est qu'il y a des nouvelles. Peut-être que les jeunes portent certaines valeurs qui étaient moins portées de façon majoritaire par des générations avant, mais ces valeurs-là,
s'étendre. Puis c'est plus vrai, tu sais, on parle pas juste des jeunes qui se passent dans vos entrevues d'embauche, ça peut très bien arriver avec quelqu'un que je ne qualifierais pas de jeune aussi. En fait, c'est un questionnement qui est beaucoup plus grand par rapport à notre rapport au travail. Puis, il y a peut-être juste des gens à qui ça vient plus naturellement, j'ai l'impression. Mais honnêtement, quand on fait ces changements-là, quand on réfléchit à ça, au final, ben, ça profite à tout le monde. Puis, sans vouloir faire la pub pour mon propre atelier, ça profite pas juste à tout le monde dans une diversité d'âge, ça profite à tout le monde dans plusieurs formes de diversité parce que la flexibilité, le rapport au travail, avoir de la place pour sa vie personnelle, ça profite à plein de sortes de gens différents qui n'auraient pas nécessairement les mêmes accès au marché de l'emploi. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose à réfléchir, même plus largement, qui peut profiter à beaucoup de gens, pas juste aux Gen Z. Génial, merci beaucoup. Pour la prochaine question, je pars du constat que, dans le fond, ce que j'ai entendu de vos propos, c'est qu'on est parti d'une philosophie où on avait des ressources humaines, puis donc on exploitait des ressources qui étaient des personnes, des ressources humaines, et on est rendu dans une approche où on veut travailler, on veut œuvrer avec des personnes, on a complètement renversé ça. Fait qu'on est dans un changement de paradigme profond, énorme transformation sociale. Si on veut prendre ce virage-là, si on veut épouser ces transformations-là, on ne peut pas faire de nouvelles politiques, on ne peut pas se dire qu'on va bonifier notre salaire d'une pièce de l'heure, on ne peut pas continuer à travailler comme on va le faire. Ça va être, on va explorer des pistes concrètes pendant les cliniques, mais je vous envoie la question, c'est quoi les changements dans l'état d'esprit, c'est quoi les modèles mentaux qu'il faut faire évoluer, quelles sont les préconceptions qu'il faut qu'on casse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il change dans nos têtes pour qu'on soit capable de répondre à ces enjeux-là? Et j'accompagne cette question-là d'une demande. Je vous demanderai d'être moins discipliné. J'aimerais ça que vous coupiez la parole et qu'il y ait un débat qui soit plus organique. Je suis même prêt à vous prêter mon micro et d'essayer d'utiliser ma voix pour vous interrompre si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, qui veut commencer? Ah, go! Excellent! En fait, vous allez voir, c'est la passion. Travailler avec un conseil d'administration en 2024 est un défi complètement tout autre quand vient le temps de jaser de cette transformation sociale. Je vous explique mon cas rapidement. J'ai un CA de direction ou de coordination d'organisme qui se compare à ce que moi j'amène comme directeur de mon organisme. Et là, moi, j'amène, parce que je réfléchis depuis 2018 à cette question-là, de culture de l'emploi. Et là, tu amènes des nouveautés. Puis là, ils jugent comme si tu travailles chez Google. Hein? Vraiment, c'est ça, là. En disant comme, coudonc, t'es-tu allé faire un stage dans une start-up? Je pourrais jamais offrir ça, moi, à mon équipe. Fait que donc, on tombe dans la comparaison, au lieu d'être dans ce changement de paradigme-là, qui pourtant est souhaitable pour tout le monde. Fait que moi, je vous dirais, ce que j'ai trouvé difficile dans tout ce processus-là, c'est les levées de bouclier à chacun des changements. Vous allez me dire, tu aurais dû te préparer, le changement fait toujours peur. Puis là, c'est un changement d'envergure parce qu'on parle de la relation avec le travail. Mais en fait, à partir de là, c'est d'amener des solutions. Puis moi, ce que j'aime, c'est, je te l'avais dit, ça va marcher. Puis un exemple, quand tu décides de miser sur une culture d'équipe, non pas une culture d'organisation, quand tu ouvres des postes, tu as 140 CV. Explique-moi, c'est quoi la différence entre l'équipe? Une culture d'organisation, une culture d'entreprise, tu vas voir un peu tout ce que l'entreprise est, veut rayonner, veut montrer de ce qu'elle est. Et la culture d'équipe, c'est comment tu vas vivre ta vie d'équipe. Évidemment, il y a une corrélation importante entre l'une et l'autre, mais par contre, est-ce que tu vas voir dans la culture d'organisation l'importance qu'on mise au lac à l'épaule annuel de l'équipe sans conseil d'administration? Non, c'est pas dans la culture de l'organisation, mais tu vas le voir dans la culture d'équipe qui explique pourquoi on a besoin de ces temps de ressourcement-là. Et je dirais qu'à chaque fois que j'ai fait des discussions sur ce sujet-là, les gens souvent ont comme réflexe de dire « Prenez donc bien soin de vous ». Mais en même temps, c'est un peu ça qu'on souhaite comme équipe, de prendre soin de notre monde pour qu'il ait envie de continuer. Ça, c'est des pistes de solutions. Un autre élément, c'est à quel point on était en silo. Puis je ne sais pas combien de fois dans la vie, on se dit il faut briser ça, les silos. Il
faut briser ça, les silos. Puis finalement, ben, on les reproduit tout le temps, les silos. Puis un exemple hyper concret, c'est comment on valorise le fait d'aller vivre d'autres expériences à l'extérieur de ton organisation pour donner des résultats à l'intérieur. C'est fou comment, mettons, moi, j'ai un membre d'équipe qui me dit « Je vais aller faire une formation sur un sujet qui n'a pas de lien ou je vais aller animer quelque chose dans un autre territoire. » Puis là, ben, notre réflexe, c'est « Ouais, mais c'est quoi le lien avec la job? » Ben, si on transforme ça pour dire « Wow, l'expérience que tu vas aller vivre, assurément, tu vas apprendre quelque chose, tu vas me ramener ça. » Ça peut être cool, là. Richard, oui, excusez. Soyez pas discipliné, écoutez-moi pas, c'est ma conseil. Moi, je vais intervenir là-dessus beaucoup plus dans le sens où on parle de changement. Moi, je pense qu'il y a des changements à faire aussi dans notre culture en tant que gestionnaire. On parlait tantôt de la pénurie, on parle de la difficulté à retenir la main-d'œuvre. C'est sûr que, tantôt on parlait du salaire, c'est sûr que le salaire en soi n'est pas le seul élément de motivation, mais je considère que, en tant que gestionnaire, si moi-même, je me conditionne dans le fait que je ne dois pas agir comme le patron nécessairement, je dois agir beaucoup plus comme un leader, parce qu'on a souvent dit que le patron, lui, il veut mener, tandis que le leader, il va diriger, mais dans le sens d'optimiser ce qu'il a. Et dans ces conditions-là, je pense qu'en tant que gestionnaire, nous avons un devoir d'humilité tout d'abord dans ce qu'on fait. Il ne faut pas se positionner très haut, il faut beaucoup plus rester près de notre équipe. Et dans mon expérience personnelle, ce que j'ai vu, que quand le gestionnaire ou la direction se met à l'écoute beaucoup plus de membres de l'équipe, cela donne quand même un désir de rester plus longtemps. Il faut aussi se rendre beaucoup plus disponible, parce que très souvent les gens ils vont rester un peu plus à l'écart, mais quand quelqu'un, nous avons la chance que dans le communautaire, on n'est pas nécessairement très nombreux dans nos équipes. Dans mon cas personnel, on est une équipe de 25 personnes, donc c'est très facile aussi de connaître les besoins des membres de mon équipe et de pouvoir y répondre chaque fois que les gens ont besoin de moi. Okay. Oui, en fait, non mais je pense à plein de choses, mais en fait c'est simplement, on parle de changement, je pense qu'on parle aussi d'un rapport différent à la hiérarchie, puis je pense que, comment dire, je pense que quand on parle des nouvelles générations, c'est des gens qui ont besoin de comprendre pourquoi on prend des décisions dans une organisation, puis d'en faire partie prenante. Puis je pense que ça, c'est vraiment un gage de succès et d'adhésion pour amener des changements dans une organisation, puis c'est essentiel. Mais dans ce changement de hiérarchie-là, je pense aussi qu'il y a peut-être une opportunité, parce que je pense que vous parlez à n'importe quel directeur, directrice d'organisme, ils vont vous dire qu'un des principaux sentiments qu'ils vivent dans leur vie, c'est la solitude. C'est un job extrêmement solitaire où tu as tous les défis sur tes épaules, tu as des choix éthiques à faire à tous les jours, tu as plein de choses à t'occuper, puis tu le sens le poids sur tes épaules, à la fois de ton équipe que de ta mission. Puis je pense que de réfléchir la hiérarchie, de réfléchir les processus ensemble, peut-être que là-dedans, il y a une piste de solution aussi pour qu'on se sente un peu moins tout seul quand on a à gérer. Ouais, ben, là, je me sens la fidèle représentante de la génération Y et Z sur ce panel. Puis je trouve ça bien beau et bien cute, là, tout ce que vous dites, mais je me permets d'être un peu cynique, peut-être par rapport à ma propre génération, mais on voit dans les études, moi, c'est tout le temps mes lectures de chevet. Là. Ma génération, c'est des cycles de travail de 2-3 ans. Puis on a beau essayer de réfléchir à revoir les valeurs, revoir la style de gestion pour que ça soit adapté à ma génération. Comme tantôt, on a eu cette discussion-là justement avec moi et Martin, on ne veut pas là, se faire retenir. Moi, tu as bien beau mettre en place les choses les plus belles dans mon entreprise. C'est mon pire cauchemar de rester 10 ans à la même place. Ça va être parfait au niveau des conditions de travail, au niveau du style de gestion, au niveau d'un leadership adapté, blablabla. Après 2-3 ans, I'm out, puis j'allais chercher un autre défi. À mon sens, le plus grand défi dans les organisations, c'est, oui, OK, il faut adapter peut-être le style de gestion, tout ça, aux générations qui arrivent pour s'assurer que la collaboration entre les différentes générations est harmonieuse, mais il faut aussi assurer un transfert de la connaissance qui arrête de dépendre de simplement d'écouter, puis de parler, puis de transmettre la connaissance de vive voix. Il faut le numériser, il faut y aller avec des formations adaptées, parce que
ça va s'effriter, tout ça. Après 2-3 ans, comme Richard disait, j'apprends plein de choses, c'est bon, mais moi, je prends toutes ces connaissances-là par après, puis je pars ailleurs, puis je vais l'utiliser pour ma propre valeur, puis pour me développer personnellement. Moi, c'est des générations qui sont beaucoup plus individualistes que les précédentes. Si je comprends bien, un des grands changements qu'il faut avoir, c'est de faire le deuil de revenir le monde. Faire le deuil de revenir le monde. Je comprends que c'est un désir, puis je pense que c'est justement Martin qui me disait qu'il était fier, que c'était un peu plus que 2-3 ans. Pour ma génération, lui, il était comme sur du 5-6 ans. Mais quand même, je pense que ça va être super rare. Ça va rester sur du 2-3 ans. Je pense que c'est quand même un fait assez qui ne va pas bouger pour ma génération. Martin, je vais voler la réplique. J'aimerais ça vous amener sur le dernier sujet qui est là. Je vous pose la question, quel modèle mentaux, quelle façon de concevoir notre financement et le besoin de nos organisations, qu'est-ce qui doit changer? Parce que il y a 20 ans, c'était pas facile le financement des organisations communautaires. Ce n'est pas plus facile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut, ça ne s'améliore pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'approche, dans la façon dont on conçoit cette relation-là? Tu me lances ailleurs, pas juste un peu. La question du financement est très différente en économie sociale et en action communautaire. On a des enjeux similaires, mais on a énormément d'enjeux qui sont différents. On est dans une période où, soyons francs, tout ce qui est de l'ordre de la mission de base ou la subvention très générale tend à disparaître. On s'en va vers la gestion de projet de plus en plus partout. Tout le monde, tous les gestionnaires le savent, la gestion de projet, c'est relativement difficile parce que c'est toujours à remettre sur le tapis et à retravailler. Mais quand j'entends qu'on va la garder seulement 2 ou 3 ans, mon premier espoir, c'est ça quitte son employeur, qu'elle en trouve un autre dans le même domaine, dans le même secteur, en économie sociale. Ça sera déjà pas une très grande perte, entre guillemets, quand on les maintient dans le secteur. Là où c'est terrible, c'est quand ils quittent. Mais la question du financement, ça me fait beaucoup réfléchir, parce qu'une approche par projet qui dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est drôle. Tout d'un coup, je viens d'avoir un flash que ça correspond à la durée d'expérience qu'il a souhaité. Fait qu'il va falloir peut-être qu'on revoie pour les vieux gestionnaires, dont la barre grisante tranquillement pas vite. Soyons francs, là, moi, de maintenir l'expertise dans mon équipe, c'est un enjeu fondamental. Il n'y a à peu près rien qu'on construit, il n'y a aucune stratégie qu'on déploie qui, malheureusement, ça résume à 2-3 ans. On voit à beaucoup plus long terme. Fait que si je perds mes travailleurs après 2-3 ans, je perds une expertise très importante. Mais en même temps, quand c'est concentré sur un projet, l'expertise se dépose différemment. Tu as un rapport, tu as des constats et ainsi de suite, alors qu'il y a des stratégies sur le long terme. Tu fais le point en CA et ainsi de suite. Donc, c'est un peu différent. Donc, la question, oui, du financement va jouer beaucoup, mais on est dans un contexte où, puis là, la différence est quand même significative entre l'économie sociale et l'action communautaire. De l'autre côté, ça fait très longtemps qu'on est dans cette posture-là, on a choisi l'entreprise comme véhicule. Du côté du communautaire, on est dans l'ordre dans un autre ordre, mais les revenus vont devoir être trouvés différemment. Il y en a dans bien des cas qu'on va devoir développer des offres de services, développer des revenus marchands, ce qui est déjà le propre de l'économie sociale. Mais ça, c'est un défi pour nous. Une dernière réaction de la part d'Hugo là-dessus? En fait, c'est un changement de paradigme là aussi. J'aime ça, ce mot-là. Mais c'est d'apprendre à dire non. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté dans le mouvement communautaire autonome à cause des besoins. Puis là, j'ai de l'air tellement insensible quand je dis ça, mais si on ne le voit pas en mode de décroissance, les besoins, ils n'arrêteront pas de grandir, puis les ressources, elles, diminuent. Puis je pense qu'il y a ce rapport-là à la course effrénée au projet, à l'argent, à revenir, c'est quoi ta mission comme organisme? Dire comment je peux répondre à ma mission du meilleur que je peux, mais en laissant les responsabilités qui ne m'appartiennent pas aux autres aussi. Puis ça, c'est l'affaire la plus difficile. Puis je vous dirais, je pourrais me faire lancer des tomates quand je dis ça dans mon regroupement, parce que les gens ne veulent pas dire non. Mais en même temps, pourquoi le gouvernement nous donnerait plus, puis là je parle du financement de la mission globale, je serais spécifique à quand même une année où, cette année, il a décidé d'investir 10 millions pour 3400 organismes. Mais pourtant, il sait qu'avec ce 10 millions-là, on va quand même en faire plus que l'année où il nous a donné 40 millions. Fait que pourquoi il en mettrait plus si on continue toujours à faire plus? Fait que moi, c'est vraiment une question que je me pose, c'est une question de mouvement, mais si on le regarde sous l'angle de la décroissance, de faire bien, de faire mieux, mais avec ce qu'on a, puis avec les personnes autour de nous,
moi, je pense que c'est intéressant. Puis, j'avais juste envie de rebondir. J'écoute pas. Oui, vraiment. Je suis d'accord que le 2, 3, 4 ans vont être courts, mais je pense que c'est un état d'esprit. Ça peut être super le fun de dire, est-ce que je peux permettre à mes nouveaux de butiner à l'intérieur même de mon organisation pour répondre à ce besoin de changement-là? Je pense que la réponse est oui. Merci beaucoup. Merci. On a parlé de deuil des équipes qui étaient communes, qui étaient là. Alors, un deuil des équipes, c'est sûr qui sont là pendant 10 ans. On parle de rotation plus rapide. Une approche qui, j'ai vraiment aimé le mot, qui n'est pas une approche au travail, mais qui est une approche à l'œuvre. On a vraiment parlé de changement, de concevoir la méthode même dont on travaille. Il y a quand même des gros changements que vous proposez là-dedans, d'état d'esprit. Et justement, on serait curieux dans la salle de savoir comment est-ce que vous réagissez à ça, comment est-ce que vous recevez ça, et est-ce que ça va venir teinter le reste de votre journée, les cliniques auxquelles vous allez participer. Comment vous recevez ça, c'est ça, ces changements d'état d'esprit-là? Est-ce qu'il y a des préconceptions qui ont été brisées? La main levée, oui, madame, d'accord, on va Merci. Geneviève Fecteau, directrice générale du Centre d'action bénévole de Montréal. Nouvellement arrivée dans cette équipe-là il y a à peu près 5 mois et demi, mon déclic a été de voir que c'était une des questions à mon embauche de la part de mon CA. Donc, Mme Fecteau, comment vous allez faire pour régler notre problème de roulement personnel? C'était vraiment intéressant parce que c'est un CA qui est très animé, très groundé, mais il y avait quand même, encore une fois, cette idée-là que c'est un échec de gestion d'avoir un tel roulement personnel et de même de le voir en termes de ratio, comme on le calculait à des fois. Moi, j'arrive du domaine des relations industrielles, on calculait des taux. Bref, donc ma réponse a été la plus transparente possible. J'espère que je vais avoir un roulement personnel. Puis je vous dis tout de suite, si c'est ce que vous cherchez, une stabilité de 10-20 ans, ça ne sera pas avec moi que ça va se passer. Et je leur ai expliqué exactement les raisons pour lesquelles je voyais ça de cette façon-là, pour avoir moi-même évolué. Vous avez vu la couleur de mes cheveux aussi. J'ai évolué beaucoup ces dernières années et j'ai compris qu'un certain mouvement, puis je leur ai même dit que même au niveau du CA, c'est quelque chose qui pouvait être souhaitable. J'ai eu la job. Donc, excusez, la gouvernance me suit. Oui, bien, je pense que comme vous l'avez pointé, la plupart des gens vont considérer que c'est un problème, c'est le problème du roulement personnel. Mais c'est sûr que, comme Ariane tu l'as présenté, il y a quand même une vraiment grande différence entre notre secteur et les autres secteurs. Mais ça, c'est pas négligeable, probablement dû aux conditions salariales qui sont pas tout à fait compétitives, c'est certain. Mais c'est pas un problème nécessairement d'avoir un roulement personnel. Comme Martin, tu le disais, si on peut au moins garder dans le même secteur, ce qui arrive quand même souvent, tu sais, si tu y vas par la mission, par le projet, en tant que jeune, ben là, tu as terminé peut-être ce que tu avais à voir dans une telle entreprise, mais tu vas peut-être rester dans le même secteur pour voir autre chose. C'est ça, c'est pas nécessairement un problème. Je pense que vous l'avez bien apporté à votre CA, puis vous les avez convaincus, effectivement. D'autres commentaires, questions, interventions? Oui. C'est vraiment intéressant, le pivot du conseil d'administration. Je pense qu'il y a une clé de voûte ici, là. Bonjour, Marie Bachand, je viens de la QCPL, l'Association québécoise des centres d'assistants de classe. En fait, je voulais savoir parce qu'évidemment, le taux de roulement, effectivement, on ne pourrait pas le voir comme un problème. Il y a certaines organisations où est-ce que la stabilité est très importante, donc lorsqu'on travaille auprès d'enfants, je voulais savoir un peu plus de pouces par rapport à ça. Merci. Bon, je vais peut-être intervenir directement par rapport à la question du roulement. C'est sûr qu'on le vit tous dans les milieux communautaires. Mais il y a des enjeux pour lesquels on n'a pas vraiment d'impact direct. Quand on parle des enjeux monétaires, c'est sûr que l'impact qu'on a en tant que gestionnaire, ce n'est pas grand. Mais par contre, on peut donner des alternatives autres. Notamment, on parle des avantages qu'on peut offrir, les réels, si on peut les donner, les assurances collectives. Donc, en parlant de la rémunération globale, c'est quand même important de le considérer. Mais aussi, je parlais tantôt du changement de paradigme au niveau du management. Dans la tête d'un gestionnaire, je pense que c'est très important de développer le leadership bienveillant.
Parce que j'ai dans mon équipe pratiquement une personne qui m'a dit qu'elle allait partir, mais elle a essayé de chercher partout, mais elle a dit, mais si je pars, est-ce que je vais trouver une équipe comme celle-ci? Est-ce que si je pars, est-ce que je vais avoir un directeur comme celui que j'ai actuellement? Donc notre attitude par rapport aussi à notre style de gestion, par rapport à notre équipe, ça peut être aussi des enjeux qui peuvent favoriser la rétention. On a une question. Une dernière intervention, une dernière question? Après ça, on va... Bien, c'est probablement pas une question, c'est plus un commentaire en lien avec tout ce que vous avez dit que je trouve hyper intéressant dans le fond. Un commentaire qui veut dire tout simplement que des fois, comme gestionnaire, on arrive aussi avec cet esprit de vouloir changer, de vouloir emmener des nouveautés, puis de vouloir emmener cette idée de qu'on veut avancer, on veut faire autre chose, puis on veut faire autrement. Et qu'il y a de la résistance aussi au niveau de l'équipe quand il y a de plus anciens, de plus vieux qui veulent garder les façons de faire, et puis que ces façons de faire sont tellement ancrées qu'ils ne voient pas la pertinence, par exemple, d'emmener quelqu'un dans une formation ou de l'envoyer faire quelque chose qui peut être d'intérêt, qui n'a absolument rien à voir avec la job, mais qui peut lui permettre d'évoluer. Un autre commentaire, puis je finis avec ça, c'est que très souvent, quand des personnes entraient en poste dans mon organisme, je leur disais que vous êtes là pour avancer, pour vous développer, pour aller ailleurs. Puis ça a amené beaucoup de questionnements encore. Parce que comment se fait-il que vous ne voulez pas me garder? Et ce n'était pas du tout l'objectif. L'idée, c'est plus de vous donner des moyens et des outils. Donc, c'est un travail qui doit se faire à tous les niveaux. Autant les gestionnaires que les équipes de travail doivent voir les choses autrement dans une vie qui est en transformation. Merci. Mais ça fait du bien d'entendre, dans le sens où, effectivement, je côtoie beaucoup de gestionnaires qui amènent ces nouvelles idées-là. Puis moi, je ramène toujours l'idée du laboratoire citoyen. S'il y a bien un endroit au Québec où on peut essayer, c'est en ESAC. Puis c'est de s'enlever cette pression de la perfection-là, puis de se dire, ben peut-être qu'on a essayé quelque chose qui n'a pas donné de bons résultats, mais on aurait clairement appris de cette situation-là pour faire mieux la prochaine fois. Et moi, je pense que cette pression-là de la perfection est peut-être à remettre en question parce qu'on a à découvrir ces nouvelles réalités-là. La découverte se passe par ces laboratoires citoyens-là qu'on est, puis tout dans cette idée de bienveillance et tout dans cette idée de dire, effectivement, la résistance au changement est là parce que c'est fondé sur des peurs. Comprendre la peur qui est associée à la résistance au changement nous donne différents leviers. Merci beaucoup. Je vais me permettre déjà de conclure ce panel. Je vous remercie du fond du cœur. C'était fort intéressant d'aborder ces sujets-là avec vous. Mais maintenant que j'ai senti quand même quelques interventions qui étaient effervescentes, j'ai l'impression que ça a changé, que ça a touché des cordes qui vous ont vraiment fait réfléchir, qui vous ont amené un petit peu ailleurs. Et là, c'est le temps d'aller vous outiller et d'aller attraper de nouvelles compétences, de nouveaux outils, justement, de nouvelles postures. Donc, je vais remercier le panel. Je vous libère. Je vous demande de vous applaudir chaleureusement. Attention de ne pas tomber en bas du estrade. Et je vous laisse entre les bonnes mains.